La mise en œuvre est quelque chose d'extrêmement important et pour nous, on n'est pas obligé de réinventer la roue. Les Indiens l'ont compris, les Chinois dans une moindre mesure. On ne peut pas changer l'éducation en Afrique si on ne s'appuie pas de façon positive sur les TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Ça nous permet de faire un grand saut en avant. Voilà. Et dans le même esprit, j'ai été évidemment encouragé sur cette lancée de poursuivre, mais de façon différente. Après 6 années passées à l'UVA, c'était très très intense, vous vous en doutez un peu parce que je cumulais avec les fonciers en Microsoft. J'ai décidé de faire autre chose. Je ne voulais pas faire ce que j'appelle souvent de la maintenance. Je voulais relever d'autres défis, toujours dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire les TIC. Et j'ai aussi pensé que le deuxième pilier en Afrique, c'est la santé. Si on veut vraiment se développer, je l'ai dit, il y a l'éducation, il y a la santé. Les problèmes de santé sont très vastes. On me pose toujours la question, pourquoi vous êtes parti de Microsoft? Bon, je peux toujours dire pourquoi pas. Mais en réalité, je suis parti parce que je voulais travailler davantage avec l'Afrique et singulièrement avec le Cameroun. Mon anecdote en ce qui concerne le Cameroun me paraît plus pertinente parce qu'il y a des jeunes ici qui s'interrogent, les jeunes de la diaspora, j'entends. Comment est-ce que je peux rentrer au Cameroun? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle? Est-ce qu'il n'y a pas la bureaucratie? Voilà. Est-ce que? Bien évidemment, je ne vais pas vous dire que lorsque j'ai pris la décision de m'installer au Cameroun, je m'imaginais que ça va se passer sur les roulettes. Je savais très bien qu'il y aurait des défis. Est-ce qu'il n'y en avait pas aux États-Unis? Bien sûr que non. Il y en a toujours. J'ai fait un voyage de prospection, si je puis dire. Mais dans mon esprit, la prospection ne consiste pas à aller voir et quand ce n'est pas bon, on dit, bon, moi je laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Ce n'était pas ça. Dans mon esprit, je savais que je m'installerais au Cameroun. De toute façon, je n'ai pas d'autre avenir. Mon avenir, c'est dans mon pays. Donc, dans cet esprit, je suis allé au Cameroun faire de la prospection, donc, entre guillemets. Et je n'ai pas eu d'a priori. Je ne connaissais pas les chefs des départements ministériels. Je voulais dire les choses telles qu'elles sont. Je connaissais des noms, le ministre Mamafouda, etc. Je ne savais pas à qui il ressemblait. Et lorsque j'ai choisi le domaine, j'ai monté un dossier pendant près de 3 mois, je pense. Je suis allé au ministère de la Santé. Je n'envoyais pas, je ne déléguais pas. Je ne voulais pas déléguer. Pour comprendre le Cameroun, il faut faire les choses soi-même. Et ça permet aussi d'apprendre. Et j'allais au ministère de la Santé. Beaucoup de gens, évidemment, ne savaient pas qui c'est. J'entrais comme n'importe qui. J'ai déposé le dossier au secrétariat du ministre, etc. Et un beau jour, j'ai demandé une audience pour échanger et j'ai expliqué la vision qui était la nôtre sur la télémédecine. Et j'ai monté tout un dossier, ça a suivi son cours normal. Au terme de 6 mois, on m'a fait savoir que le ministre souhaitait signer le dossier, signer la convention, parce qu'il s'agissait d'une convention avec le ministère de la Santé publique. Et qu'on m'a retourné le dossier, on m'a dit qu'il fallait que je le signe d'abord. Ce que j'ai fait. Et le ministre Mamafouda a signé la convention pour lancer le projet de télémédecine. C'est cela la naissance de Genesis Telecare. Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Beaucoup. L'essentiel des banques n'ont pas répondu favorablement à notre sollicitation. J'avais intégré ça au départ. Je savais très bien que les banques camerounaises, dans l'ensemble, on va dire, sont frileuses. Surtout lorsque cela concerne un projet où il faut faire œuvre de pionnier. C'est un saut dans l'inconnu dont ça ne les intéresse pas. Qui plus est, elles jouent beaucoup plus sur le court terme. Et là, je ne critique pas, ça c'est la réalité. Il fallait simplement l'intégrer. Néanmoins, j'ai fait des demandes à pas mal de banques. Elles ont été toutes rejetées. Et je dirais même qu'un PCA d'une banque, en réalité un propriétaire d'une banque est même venu chez nous parce que je voulais qu'il voie. On avait déjà mis sur pied le projet pilote à Nanga et Boko. Donc de Yaoundé, on se connectait à Nanga et Boko, on échangeait avec les patients. Il a vu tout ça, il m'a dit, ça c'est une révolution. Ça c'est son mot, c'est son expression. Et de constituer un dossier rapidement et de lui transmettre ça. On l'a fait, on n'a rien obtenu. D'ailleurs, on ne nous a même pas répondu, alors que son DG avait dit que avant la fin du mois, quelque chose comme ça, on n'aurait rien de réponse. On ne nous a pas répondu.
Je le dis, ce n'est pas pour décourager les jeunes, c'est pour vous dire que les obstacles ne viennent même pas parfois de là où vous les attendez. Je vous ai dit, les blocages administratifs, ça existe. Mais le paradoxe voudrait que l'autorisation pour exercer dans n'importe quel territoire camerounais est venue du ministère de la Santé publique. Et 6 mois, à mon avis, ce n'est pas trop long, lorsqu'on sait comment les administrations fonctionnent. En revanche, le secteur privé, pour l'essentiel, n'a pas joué le jeu. Les médecins qui étaient concernés au premier chef ont eu une réaction mitigée. Mais je dois quand même dire que celui qui m'a pris sous son aile, c'est un certain Wali Mouna, cardiologue, vous allez tous le reconnaître, qui avait déjà fait des travaux, on va dire, théoriques sur la télémédecine au Cameroun. Donc, disons que c'est beaucoup plus une question d'appréhension, de compréhension. Les gens ne comprenaient pas toujours ce qu'on voulait faire. Mouna, lui, comprenait. Donc, Mouna nous a aidés comme il pouvait à la télémédecine. En réalité, dans notre pays, il n'y avait pas de télémédecine sur le terrain. Vous entendrez beaucoup parler de télémédecine par-ci, par-là, mais la réalité est que c'est un travail de laboratoire. C'est-à-dire qu'on est dans un hôpital, on se connecte à l'étranger, on échange avec les Indiens, etc. Genesis Telecare a mis sur pied un système de télémédecine qui permet essentiellement de connecter les médecins qui se trouvent soit à Yaoundé, soit à Douala, dans les zones rurales. Qu'est-ce que nous avons accompli? Parce que ça ne sert à rien de faire une médecine élitiste, si je puis dire. Ce n'est pas un gadget qu'on essayait de mettre en place. Nous voulions avoir un impact sur la population. Avec l'aide de la MINPROF, le professeur Abena Marie-Thérèse, pour qui j'ai beaucoup de respect, nous avons décidé de mener une campagne de sensibilisation. Parce qu'encore une fois, il fallait beaucoup de pédagogie. Les gens pensaient que, bon, on vient chez Genesis à Yaoundé, on se connecte simplement aux États-Unis ou en France, on paye 100 000 francs CFA, voilà, et c'est terminé. Eh bien, nous nous sommes dit, une fois de plus, comme dans le cas de l'Université virtuelle africaine, nous voulons donner l'accès au plus grand nombre. Pour nous, l'accès était important. Nous voulons que les coûts soient faibles, et c'est le corollaire, c'est lié. Pour qu'on ait un plus grand nombre, il faut que les populations soient en mesure de payer. Et en dernière analyse, nous voulons aussi la qualité. Vous savez très bien qu'une médecine de qualité, non seulement elle coûte cher, mais elle n'est pas facile à implémenter. Et j'ai discuté avec des personnes, j'ai cité quelques noms, j'en oublie, mais il faut reconnaître qu'au Minépat, le ministre Motazé a été vraiment la clé, j'allais dire, de la deuxième phase de notre déploiement. Parce qu'en échangeant avec lui, il avait compris que c'était un projet social. Ça, je le cite. Genesis est autonome, mais il a estimé qu'il fallait un accompagnement de l'État s'il fallait avoir l'impact que nous souhaiterions justement avoir. Aujourd'hui, nous avons 9 centres. Le 10e va être en Pouma, c'est-à-dire dans le littoral. Et quand il dit 9, c'est bien dans les zones rurales. Le premier, tout le monde le sait, c'était à Bomban. Ensuite, on a eu Yagua. Beaucoup de gens se demandaient comment est-ce qu'on va même se déplacer pour arriver dans l'extrême nord pour installer les bureaux de Genesis. Mais on a réussi à le faire. On a eu à Konolinga, on a eu Nkoten en partenariat avec la Socicam, M. Yinda et M. Villegrin, je leur en sais gré. On a eu Kribi, on a eu Santa dans le nord-ouest. On a eu l'Université des Montagnes avec le professeur Captué, qui nous a bien accueillis. Donc, il y a un centre Genesis Telecare à l'Université de Montagne, qui est d'ailleurs un centre très symbolique dans la mesure où c'est une université qui fait beaucoup dans la médecine, donc désormais dans la télémédecine. Et voilà, et j'en passe. Et le dernier en date qui va être lancé à mon retour, et ce sera le 10e, c'est le centre de Mpouma, c'est-à-dire dans le littoral. On nous pose toujours la question, pourquoi ici, pourquoi? Bien sûr, les critères ne peuvent pas être parfaits, mais nous souhaitions d'abord commencer là où il y avait le plus de pauvreté. C'était le cas à l'Est, dont à Bomban, le centre pilote. Nanga et Boko, on a un centre là-bas. Yagua, même chose. Mais nous avançons graduellement. J'espère qu'au terme de cette démarche, nous allons couvrir davantage les centres du Cameroun. Et je tiens à dire que, une fois de plus, nous n'avons pas la prétention ou l'ambition même de révolutionner la santé au Cameroun. Nous apportons une contribution et nous espérons que cette contribution peut avoir un impact.
Donc, en clair, je voudrais conclure en disant qu'il est possible de faire des choses au Cameroun. On ne part pas de rien, on ne construit pas sur une table rase. Je pense à j'ai une anecdote très très brève à vous raconter. Lorsque j'étais à mon hôtel, à Novotel ici, je suis arrivé, j'avais besoin d'une puce pour mon téléphone. Madame Ebele peut-être se souvient de cette anecdote. Il y a un jeune homme très aimable qui m'a vendu une puce et il fallait attendre 15 minutes pour l'activer. J'ai dit, mais vous êtes sous-développé ici. Camtel, je dis bien Camtel. Je suis allé à Camtel moi-même, je n'ai pas envoyé de collaborateur. Je me suis assis dans la salle, j'ai donné mon nom, on a fait un dossier en moins de 2 minutes. Et tout de suite, ma puce marchait, je pouvais déjà appeler. Ça marche. On ne construit pas à partir de rien. Il faut encourager les choses qui marchent. Et vous savez quoi? Il se trouve que Camtel est notre partenaire à Genesis Telecare. C'est Camtel qu'on utilise à Genesis, contrairement à ce que les gens croyaient, quoi que c'est Orange, c'est je ne sais pas très quelle compagnie. Allez au Cameroun aujourd'hui, les gens qui utilisent le téléphone Camtel vont vous confirmer que ça marche. Pourquoi ne pas accepter cela? Donc voilà pour les jeunes qui m'écoutent. Il faut prendre du recul, je m'efforce de le faire tous les jours. Ne pas vivre en vase clos, c'est un travail de tous les jours. Il faut prendre du recul, analyser, regarder de vos yeux et savoir que chacun devra y mettre du sien dans ce cadre qu'a défini le chef de l'État, à savoir le DSE. Monsieur l'ambassadeur a dit tout à l'heure, en citant, pas paraphrasant, le chef de l'État, que l'heure est à l'action. Effectivement, il s'agit d'agir. Il s'agit d'agir. Et pour qu'on agisse, il faut que chacun puisse mettre du sien. Au Cameroun aujourd'hui, l'un des défis à mes yeux de l'émergence, une fois de plus, c'est cette pédagogie des enjeux. Je suis en train, avec le professeur Jean-Emmanuel Bondi, que beaucoup connaissent, de réfléchir justement sur ces enjeux-là. Parce que mon constat personnel est que les problèmes ne viennent pas toujours de là où on pense. Lorsque je conduis à Yaoundé, je ne me fais pas conduire, même si au début c'était très difficile. Ça fait sourire certains parce qu'ils connaissent les incivilités des chauffeurs. Et elles ne viennent pas exclusivement des chauffeurs de taxi. Hein? Elles ne viennent pas exclusivement des chauffeurs de taxi. Un individu lambda préfère bloquer la circulation pendant 30 minutes simplement parce qu'il veut être le premier à passer. On ne sera jamais émergent tant qu'on n'a pas changé cela. Et ça n'a rien à voir avec le document des DSE. Voilà les choses que je constate tous les jours. Donc ça veut dire qu'on a besoin davantage de pédagogie. Et le défi de l'émergence aujourd'hui, c'est justement de cette pédagogie qu'il s'agit. Il faut changer la manière de penser, totalement. Il ne s'agit pas de faire une révolution. On a dit que c'était un travail sur la durée. Je m'entête à le répéter. Ça va prendre du temps, mais ça, c'est absolument indispensable. L'ancien président, patron d'IBM, Louis Gerstner, il s'appelait, qui avait été recruté de l'extérieur, c'est-à-dire que ce n'était pas un informaticien, avait été recruté précisément parce qu'il venait de l'extérieur. Il venait d'American Express, etc., après avoir été consultant chez McKinsey, qui est l'un des plus grands cabinets. Il avait refusé le job au départ, parce qu'il disait qu'il n'y avait aucune chance de faire tourner, turn around, comme on dit en américain, IBM. C'était extrêmement complexe. On avait même sollicité Bill Gates, qui avait évidemment décliné l'offre. Donc on était désespérés, on cherchait à trouver quelqu'un. Tout le monde a dit à Louis Gerstner qu'il avait le profil du job. Il a dit non, moi je connais rien en informatique, etc. Tout et tout. On a dit non, on voudrait que quelqu'un apporte un regard extérieur. Il a toujours dit non. Et on est allé voir le président Bill Clinton pour qu'il appelle Louis Gerstner. Lui disent « It's a national treasure ». C'est vraiment le trésor national. Vous ne pouvez pas refuser. Voilà comment Louis Gerstner accepte le job. Et le reste, c'est l'histoire. Mais on sait que lorsqu'il est arrivé, on lui a parlé de vision. Tous les jours, il entendait vision. Il a pris les documents, il a jeté, il a dit non. La dernière des choses que je voudrais entendre, c'est parler de vision.
J'ai des tiroirs qui sont pleins de visions. Il s'agit de ce qu'il avait appelé « implementation ». Il faut mettre en œuvre. Voilà l'essentiel. Et même une dernière anecdote, et je m'arrêterai là. Chaque fois qu'il interrogeait un collaborateur, un proche collaborateur, « Parlez-moi de tel dossier, où en êtes-vous » Le collaborateur en question disait « Attendez, je vais aller me renseigner à mon subordonné, je vais venir vous dire. » 2 fois, 3 fois, à un moment donné, il en a eu marre. Quand il est revenu, il a mis à la porte. Il dit « Donnez-moi le numéro de téléphone de votre collaborateur, moi je l'appellerai directement pour lui demander. » Une fois de plus, il y a beaucoup de challenges. Je travaille avec les jeunes au Cameroun et c'est peut-être ma plus grande satisfaction dans la mesure où même lorsqu'ils viennent avec un background mitigé, ils comprennent la feuille de route, mais surtout, ils s'approprient le projet. Et je suis très heureux de voir ces jeunes grandir dans cette petite structure. Je ne sais encore au stade de l'enfance. Et je voudrais vraiment encourager mes compatriotes, en particulier les jeunes qui sont ici. Il ne faut pas avoir peur des défis. Il faut arrêter d'attendre que toutes les conditions soient réunies pour que vous rentriez au pays ou bien que vous apportiez votre contribution, ne serait-ce que par le transfert de la technologie au Cameroun. Je vis les coupures d'eau dans mon quartier pratiquement tous les jours. En fait, il faut se lever avant 5 h du matin, prendre sa douche si on veut être sûr qu'on a de l'eau. De même que les coupures d'électricité. Mais il faut venir pour qu'on participe tous à solutionner ces problèmes. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et merci de votre attention.